Aujourd'hui c'est mardi, vous êtes donc bien sur Radio Tartou, je serai la voix du Dendrobat Doctor et nous sommes ensemble pour faire l'état de la recherche sur l'épidémie de Covid-19. Ah, donc tu l'as pas en bleu ta machine à voyager dans le temps? Oui, c'est un abonné qui me l'a conseillé. Oh non, j'avoue, ça claque. Mais attends, viens, regarde à l'intérieur. Oh, c'est vachement plus grand à l'intérieur quand même, non? Bienvenue à tous sur l'écho des labos. Fail de la semaine. Cette semaine, on va regarder un peu du côté des États-Unis. Y a pas de raison que ce soit toujours les gars de chez nous qui disent des âneries, hein? La rumeur enfle depuis une semaine. Un pilote de Delta Airlines serait mort subitement en vol, peu de temps après sa vaccination rendue de facto obligatoire par la compagnie. Mais non, c'est pas obligatoire. Dans les faits, elle n'est effectivement pas obligatoire, mais la compagnie inflige désormais un surcoût de $200 par mois pour leurs assurances santé aux employés non vaccinés. Donc c'est tout comme. Déjà, rappelons que, quand bien même cela serait vrai, il faudrait encore prouver le lien entre les deux événements, car corrélation n'est pas Causalité. Mais comme dirait Fontenelle, Assurons-nous bien du fait avant de nous inquiéter de la cause. donc qu'en est-il de toute cette histoire ? Tout part d'un podcast. Oh, un podcast. Oh les losers. Qui fait des podcasts en 2020? Oh les losers. Michel, la ferme. Podcast diffusé aux États-Unis le 11 octobre 2021, dans lequel une intervenante explique que la mort subite du pilote aurait obligé à un atterrissage d'urgence et que les faits se seraient produits dans les 10 derniers jours. Donc entre le 25 septembre et le 11 octobre, pour faire un peu large. Comment ça, pour faire un peu large? Un mort en avion, un atterrissage d'urgence, on doit avoir une date précise pour ça, non? Ce genre d'événement est effectivement recensé. Or, il n'y a aucune trace dans aucune base de données, même les collaboratives, où les gens de la société civile peuvent faire des signalements. Vous pouvez checker ce site en description. Oh, maintenant moi je sais faire le check du coude. C'est bien, Papichel, c'est bien. Bien entendu, la compagnie aérienne a démenti l'existence d'un incident de ce type dans les derniers mois, qu'il soit lié ou non à la vaccination. Découverte de la semaine. Une étude rassurante alors que le rebond épidémique se profile. Encore. Pfizer a annoncé dans un communiqué que les essais cliniques réalisés sur 10 000 volontaires de plus de 16 ans Concernant une troisième dose, montraient une efficacité de son vaccin à hauteur de 95,6%. y compris contre le variant Delta. Durant le temps de l'étude, les chercheurs ont enregistré 109 cas dans le groupe contrôle contre seulement 5 dans le groupe ayant reçu une troisième injection. Dans ce cas, l'étude est donc un essai dit contre Standard of Care. Et je vous explique ça dans le point méthode de la semaine, Les résultats complets dont l'annonce est en description. seront présentés rapidement aux autorités de santé. Piste de la semaine. Sous-variant. Si vous étiez déjà un peu perdu avec les variants, il va falloir vous accrocher à vos petites bretelles. Bonjour, je représente les autorités de santé britanniques et j'annonce la mise sous surveillance d'un sous-variant du Delta que j'ai poétiquement appelé AY4.2. Mais y a rien de poétique. Je suis virologue, pas concours. Au revoir. Pour faire une idée, dites-vous que les coronavirus, c'est une famille comme les canidés. SARS-CoV-2, c'est une espèce comme le chien. Le Delta est alors un variant comme le Labrador. Et AY4.2 est un sous-variant comme les Labrador chocolat. Sauf que, au lieu d'être adorable et aider les aveugles à prendre le métro, ce truc-là c'est une saleté potentiellement plus contagieuse. Et donc, il va falloir la garder à l'œil. La garder à l'œil, parce qu'on juste avant on parlait des aveugles et c'est cocasse. Impasse de la semaine. Danemark. S'estimant sorti d'affaires, le pays avait été le premier d'Europe à renoncer au pass sanitaire, il y a maintenant un mois. Et les nouvelles ne sont pas vraiment réjouissantes. Le nombre de cas quotidiens a doublé en 3 semaines, même si, fort heureusement, la couverture vaccinale semble faire son effet et les cas graves demeurent assez rares. Mauvaise nouvelle de la semaine. Europe. Une nouvelle vague semble se profiler en Europe. Et ce n'est pas une bonne nouvelle car de nombreux pays sont encore très faiblement vaccinés. Moscou, qui fait face à une flambée encore difficile à mesurer, a décrété la vaccination obligatoire pour les employés de sa mairie, le confinement de tous les plus de 60 ans non vaccinés et la fermeture de toutes les entreprises non essentielles jusqu'au moins le 7 novembre. La Lettonie, dont la population est vaccinée à moins de 50%, reconfine tout son territoire pour un mois, avec un couvre-feu additionnel de 20h à 5h du matin. En Italie, l'obligation du pass sanitaire pour tout type de travail a fait bondir le nombre de tests rapides et d'arrêts maladie dans la foulée. Le Royaume-Uni enregistre une flambée des cas et les pouvoirs publics ont admis qu'ils atteindraient probablement les 100 000 cas par jour très prochainement. La France est encore relativement épargnée par la hausse, mais avec un R qui est à nouveau supérieur à 1
cela ne saurait durer. Bonne nouvelle de la semaine. Vaccination. Alors que des rebonds épidémiques se produisent un peu partout en Europe, la France est plutôt pas mal positionnée pour encaisser le choc. Quasiment toutes les tranches d'âge des majeurs sont vaccinées à 90% ou plus. Le chiffre venant d'être atteint pour les 18-29 ans. Les 39-49 ans étant toujours à la traîne. Bande de feignasses. Les 12-17 ans, quant à eux, ont franchi la barre symbolique des 75%. Allez-y les petits potes, c'est bien, bisous. Qu'est-ce que putain de quoi? Je ne voulais pas parler encore des agressions des médecins et des chercheurs cette semaine, mais j'ai été un peu obligé au vu des phénomènes de la semaine. Bien que le Dendrobat Doctor soit désormais loin de la France, elle a toujours des nouvelles de notre beau pays, et en particulier du coin où vit sa noble génitrice. Là-bas, un cabinet médical a été vandalisé et des courriers menaçants ont été envoyés aux militants anti-vax. Jusque-là, malheureusement, rien de nouveau sous le soleil. Mais en observant les photos des dizaines d'autocollants placardés sur le dit cabinet, j'avoue avoir pris quelques petits points de tension devant le niveau d'indignité des dits manifestants. Le groupe à l'origine de cette tentative d'intimidation se fait appeler la Rose Blanche. Un ami allemand du Dendrobat Doctor, qui lit de temps en temps ses chroniques, a sûrement de la fumée qui est en train de lui sortir de ses oreilles à présent, et ça sera bientôt votre cas aussi dès que je vous aurai expliqué 2-3 petits trucs. Historiquement, la Rose Blanche Ou plutôt, dit Weiss Rose dans la langue de Thiel. était un groupe allemand de résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Déjà, être résistant en Allemagne sous le Troisième Reich, c'est un acte de bravoure hors du commun. Qui plus est, le groupe était composé quasi exclusivement de jeunes étudiants de 21 à 28 ans, la seule exception étant l'un de leurs professeurs. Des jeunes qui avaient donc toute leur vie devant eux et toutes les raisons du monde de faire le dos rond. Et qui ne l'ont pas fait. Arrêté, le trio fondateur sera décapité quelques heures après un simulacre de procès, 3 autres membres seront guillotinés quelques mois plus tard et 10 autres membres du réseau mourront en déportation. Depuis, le pont qui mène à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg porte le nom de ce groupe en hommage à leur acte héroïque. De plus, un prix littéraire récompense les jeunes auteurs qui mettent en avant, je cite, la liberté d'expression, la bravoure morale, intellectuelle et esthétique, et de promouvoir une conscience des responsabilités des temps actuels. Et c'est à ces héros-là que ceux qui menacent soignants et chercheurs osent se comparer. Point méthode de la semaine. L'essai contre Standard of Care. Wow, franchement, vos accents, ils sont trop bien. Merci. Pour vous parler du sujet d'aujourd'hui, je vais faire un petit rappel sur le type d'essai clinique dont j'ai majoritairement parlé jusqu'à aujourd'hui. L'essai contre placebo. On en parle aujourd'hui parce que l'artiste éponyme sort un nouvel album bientôt? Genre ça fait 8 ans qu'il a rien sorti. Je prends une couche pour l'écouter, à toutes. C'est à qui de parler là? Bah normalement c'est à la mère Michel, mais elle est partie à Cultura réserver son album. Oh les relous. Bon, il reste qui? Michel, Papichel et le chat. Oh merde. Randomiser, c'est quand on prend un large groupe de patients volontaires et on les sépare en 2 groupes de manière parfaitement aléatoire. Lorsque le groupe est assez grand, cette méthode fait qu'il y aura statistiquement autant d'hommes dans un groupe que dans l'autre, autant de femmes dans un groupe que dans l'autre, autant de fumeurs, autant de diabétiques, etc. etc. Et donc, on aura bien 2 groupes En comparables. double aveugle. Pourquoi c'est moi qui me cogne le double aveugle? Je suis pas aveugle, ok? Papichel, prends ton papier et lis. Je peux pas. J'ai pas mes lunettes. En double aveugle, ça veut dire que chaque patient, dans chaque groupe, reçoit un numéro. Le médecin qui s'occupe des patients a un listing lui disant quel est le numéro du patient et il doit lui administrer le flacon avec le numéro correspondant. Ni le patient ni le médecin ne savent si le flacon contient le vrai traitement ou un placebo. Cette donnée étant seulement connue du préparateur qui sait quel lot de flacons est étiqueté avec des numéros de patients traités et quel lot a les numéros des patients contrôle. De ce fait, l'étude contextuelle liée à l'attitude du médecin ou la certitude de recevoir un traitement est le même pour tous les patients. Contre placebo signifie que le groupe contrôle reçoit un produit inactif. Il a la même couleur, le même mode d'administration, le même goût, le même emballage que le produit actif. Et de ce fait, il est possible de contrôler la vraie efficacité du traitement en soustrayant les améliorations placebo, mais aussi les vrais effets indésirables. En soustrayant ceux advenus dans le groupe contrôle. Pour l'essai contre Standard of Care, on reprend les mêmes principes, Randomisé et en double aveugle. mais on remplace ou accompagne le placebo par un produit ayant déjà fait ses preuves. En effet, le produit de base Dans l'exemple d'aujourd'hui, la double injection du vaccin Pfizer. a déjà été confronté au placebo. On sait qu'il est plus efficace que lui. Il n'y a donc aucune utilité à priver les patients d'un traitement qui fonctionne. Il suffit de tester le nouveau traitement contre l'ancien pour regarder si le nouveau traitement améliore les choses ou pas.
Dans la situation qui nous occupe, les patients du groupe contrôle ont reçu 2 doses de vaccin et un placebo de 3e injection, le but étant de tester l'efficacité de la 3e dose. Il fallait neutraliser l'effet placebo lié à cette nouvelle injection, mais il n'y avait aucun intérêt à les priver des 2 premiers. Vous êtes pas allé précommander l'album, vous deux? Oh bah moi tu sais de toute façon j'entends plus rien alors. Moi j'ai pris ma machine à voyager dans le temps et je suis allé l'écouter dans le futur. Franchement il est pas mal. En espérant avoir pu apporter un peu de lumière dans le chaos ambiant, je rends l'antenne et on y retourne la semaine prochaine car l'épidémie ne se termine pas avec l'arrivée de la neige. Mais on est en octobre. Oui, mais le Dendrobat Doctor est en Estonie. Et là-bas c'est le nord, d'accord? Et il neige. Et de la neige super froide. En attendant, prenez soin de vous et des chercheurs qui bossent dur et autant que possible, restez chez vous. Bisous! Oh, voilà. C'est pas ça là. Oui, Bah alors cet album? Il n'était pas en vente. Alors, on a pris autre chose. Mais... Dis donc Kaka, au lieu de me regarder avec tes yeux de merlan frit là, tu veux pas m'aider là? Mais elle est plus grande que moi la télé. Oh, c'est lourd. Qui pour un Mario Kart? Mais vous le sortez d'où tout cet argent? On sort du Utip de la chaîne, les abonnements et YouTube. Oui, on est tombé sur un vendeur qui acceptait le paiement en like Facebook et en visibilité. Ah bon? Bah je prends la manette bleue alors.